Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Clap, on reçoit un invité d'honneur, une personne pour qui j'ai énormément d'estime. C'est mon meilleur ami, c'est un frère, c'est une personne qui est très très important dans ma vie. J'ai été témoin de son mariage, j'ai été témoin de pas mal de choses dans sa vie, de sa réussite, de son évolution. Il m'a accompagné aussi dans énormément de choses et il est de base acteur, aussi réalisateur, scénariste. Et aujourd'hui, depuis bientôt 3 ans, si je ne me trompe pas maintenant, il a créé son festival, le Festival Ciné Lumière à Stein. Et je vous demande tout simplement de faire un tonnerre d'applaudissements derrière vos écrans pour ce grand homme, le plus beau des Maliens à mes yeux, qui se nomme Sadio Niakate. Tu peux rigoler. En fait, ça me tue quand tu dis ça. Voilà. Mais merci pour le compliment. Comme dirait Annick, qu'on connaît très bien, le Malien américain, c'est lui. Voilà. On l'aime pour ça. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est l'actu. Clap. We make it clap. We make it clap. Ok. Comment tu vas, Sadio? Ça va. Ça va, ça va. Bah déjà, avant de commencer, merci à toi pour cette belle intro. Merci. Merci beaucoup de me recevoir après 3 ans, comme ça a été dit. Et voilà. Je suis content de voir ton évolution et voir ce que tu fais avec ton média. Franchement, c'est lourd et merci encore. Bah écoute, c'est normal. C'est très bien qu'on ait une équipe, on s'entraide, on essaye pardon, de se tirer vers le haut. Et moi aujourd'hui, ben, je suis très très content de te recevoir aussi parce il y a beaucoup de choses à dire pour moi sur ton parcours que tu ne valorises pas assez. Mais après ça, on est dans l'intimité, je peux me permettre de te le dire. Et moi, je trouve que, voilà, comme tu sais, moi, mon média, il a pour but de mettre en avant le domaine du cinéma, le monde du cinéma. Tu es une personne qui a apporté une petite patte, en tout cas, du moins, même à la ville de Stein, parce que voilà, on te respecte quand même pour ce que tu as fait dans le cinéma. Tu as quand même eu la possibilité de jouer avec pas mal de personnes qui sont assez connues et réputées dans le domaine. Donc, pour moi, c'est important de parler de ton parcours, de le valoriser. On sait que voilà, on a tous les deux été victimes de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Donc, des fois, on a tendance à avoir du mal à mettre en avant nos parcours. Mais aujourd'hui, vu que moi, j'ai décidé de mettre ton parcours en avant, eh ben, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mon frère. Let's go, let's go. Bon, bah, comme tu le sais, on va parler de toi. Forcément, retracer ton parcours, que je connais beaucoup, parce qu'apparemment, de ce que tu me dis tout le temps, je connais mieux ton CV que toi-même. Clairement. Mais on va commencer forcément par le moment où on s'est rencontrés, parce que je sais qu'à ce moment-là, tu étais déjà dans le cinéma. Mais je sais que tu avais un pied, entre guillemets, on va dire, dans la cité, et un pied dans cette envie pardon, de vouloir t'élever dans le cinéma. Comment c'est venu le cinéma? Est-ce que tu as commencé par du théâtre? Est-ce que tu as commencé directement par le cinéma? Je sais que de base, dans nos quartiers, qu'on connaît très bien, une image bizarre des gens qui faisaient soit du théâtre ou du cinéma. Toi, à quel moment tu t'es lancé? Ça a commencé à quel âge? Comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai, quand ces détails-là, je le connais même pas. Bon, déjà, quand tu dis j'ai un pied dans la cité, un pied dans le cinéma, ça va. Mais ce qui est vrai. Le théâtre, j'ai commencé, j'avais fait une pièce de théâtre avec des potes de mon quartier au Moulin-Neuf à Stein. J'étais même pas encore ado et Ok. c'est la toute première fois où on a fait une pièce de théâtre. On a joué, au cœur du quartier devant des parents et cetera ouais, voilà, ça, c'était la première fois que j'ai fait du théâtre et que j'ai, tenté quelque chose dans l'artistique. Au départ, malgré moi, mais au final, j'ai bien apprécié et j'ai accroché. Mais après, ça a un peu disparu de ma vie et c'est venu, beaucoup plus tard, le théâtre. Hem, Plusieurs années après, j'ai fait la rencontre de mon agent, Stéphane et c'est là que j'ai commencé à faire des castings et pour perfectionner un peu mon jeu, j'ai dû, Faut qu'il se rapproche. là? Ah, comme ça. En fait, je crois D'accord, carrément que tu décales tout. Mais au pire des cas, tu reprends. Tu t'étais arrêté où? Ouais, t'as dit des années plus attends, tard, t'as rencontré. Vas-y, au pire, refais quand tu le sens. ouais, hem, j'ai fait du théâtre étant plus jeune et après cette pièce de théâtre, en fait, ça j'ai rien fait dans le théâtre. J'ai poursuivi ma vie, mes études, ma vie. Mais à ce moment-là, toi, quand t'avais commencé, enfin, t'avais apprécié le fait de faire du théâtre. Ah oui, j'avais kiffé, j'étais avec mes potes du quartier, on a fait une pièce de théâtre devant nos Et ça parents. s'est fait comment? On est venu te chercher, on t'a dit, Sadio, faut faire quelque chose. Comment ça s'est créé? C'était avec le service jeunesse, la SMJ. Ok. C'était avec la SMJ et Véronique qui était animatrice à l'époque, est venue dans le quartier, nous a rassemblés et elle a commencé à nous faire des petites sorties et cetera, sur Paris.
Et à un moment donné, C'est on rendu a compte que toi, commencé à. t'aimais faire de l'animation, que t'aimais bien faire rire les gens à l'époque. C'est Oui, même... oui. Non, c'est même pas ça. C'est qu'on a. Elle a pris tout le groupe, elle a dit on va faire une pièce de théâtre. Et il y avait un prof qui était là, ou une prof, je me rappelle plus. Et on a monté une pièce de théâtre avec beaucoup d'impro. Mais surtout, on s'éclatait. On se tapait des barres. Et cette pièce, un jour, on l'a jouée en plein milieu du quartier. Moi, je m'étais habillé en boubou et tout. Franchement, on est parti en cacahuète. Je m'étais habillé en daronne et tout. En daronne malienne, plus précisément. Et on a joué devant les mamans. Et c'était trop drôle. Et on s'est éclaté. Et après ça, Et pourquoi, en fait, à un moment donné, tu me dis qu'il y a eu, après ça, t'as pas du tout poursuivi ou enchaîné? C'était dû à quoi? C'est parce que t'en as pas fait une priorité ou parce que tu t'es dit c'était cool sur le moment et. bah, en fait, moi, j'étais à fond dans le foot. Ah, voilà. Et le théâtre, c'était pour moi une expérience que j'avais bien aimée. Mais voilà, si personne ne venait pour me le proposer ou pour me dire écoute, tu devrais faire du théâtre ou quoi, enfin, j'y aurais pas pensé, pardon. Et en fait, c'est venu beaucoup plus tard. Ok. Mais en fait, je sais qu'à l'époque, dans le foot, parce que c'est bien que t'en parles, dans le foot, je sais que je crois que t'avais le potentiel pour pouvoir faire quelque chose dans le foot. Après, on va pas faire comme tout le monde où tu vas dire ligaments croisés, etc., parce que c'était pas le cas. Mais je sais que t'avais quand même un petit niveau, un bon niveau quand même, qui pouvait te pousser à réussir peut-être dans ce domaine-là. Euh, Pourquoi t'en as pas, enfin, est-ce que t'en as fait une priorité après? Parce que vu que tu me disais que ta priorité c'était le foot, parce que si je me trompe pas, il me semble que quand le foot t'a un petit peu arrêté, je sais plus pour quelle raison, c'est après que tu t'es un peu plus lancé vers le théâtre et vers le cinéma. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai joué plusieurs années au foot à Stein. Et à un moment donné, avec un pote à moi, on s'est dit écoute, là, on a vraiment envie de percer, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais à ce moment-là, j'avais déjà commencé le cinéma. J'avais déjà commencé à faire des castings. Et j'avais un peu ce truc de je veux faire quoi plus tard? Est-ce que je veux devenir comédien? Est-ce que je veux devenir footballeur? Et on avait l'opportunité avec ce pote-là de faire une détection à Los Angeles Galaxy. Et à ce moment-là, moi, j'étais en plein. Enfin, je passais plein de castings, je commençais à avoir plein de rôles. Et j'ai pris la décision de finalement ne pas aller à Los Angeles faire les essais et de rester sur Paris et d'essayer de faire quelque chose dans le cinéma. C'est une décision que je me suis dit, je vais peut-être regretter. Et finalement, non. Je pensais que tu allais rebondir, en fait, c'est pour ça. Ah. Donc, tu vas dire que ça a été un choix, enfin, pour toi, ça a été un choix clair, parce que souvent, tu le sais, on a grandi dans le quartier, il y a souvent des gens qui vont te dire, ouais, j'aurais pu percer dans le foot, mais tu connais, les gars ont croisé. Toi, au moins, c'est bien de dire que ça a été un choix. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as des regrets? Au final, tu n'en as pas. Non, j'en ai pas du tout. J'avais un bon niveau à l'époque. Je pense que j'aurais pu faire quelque chose. Mais après, j'ai fait un choix de vie et puis j'ai beaucoup réfléchi avant. Et non, aujourd'hui, j'ai pas de regrets. Je me dis pas, j'aurais pu jouer et vivre à LA et devenir quelqu'un ou quoi dans le foot. J'ai pas de regrets. Et comment s'est passé, du coup, la rencontre avec ton agent? Parce que, comme tu m'as dit, tu avais délaissé ça pendant un moment. Donc là, on comprend que c'est vraiment parce que tu étais focus sur le foot. C'est à quel âge, hein, après, que tu t'es dit que tu fais le choix de laisser le foot pour aller vers le cinéma? 20 ans. Donc, on va dire à 20 ans, tu dis clairement, vas-y, je vais tout faire dans le cinéma. Mais forcément, tu m'as dit qu'à ce moment-là, tu faisais déjà des castings. Mais avant de faire des castings, forcément, tu as rencontré ton agent. Et comment s'est fait cette rencontre, pardon, avec ton agent? Bah, moi, j'ai commencé en étant modèle photo. Donc, je posais pour des marques de vêtements. Et, et mon agent tombe sur mon book. Donc, il me contacte parce que, selon ses dires et ses propos, Heu, il sent quand les personnes ont du potentiel et cetera. Donc il m'envoie des messages et cetera, on échange un peu. Moi, au départ, je me méfie un peu parce que le cinéma, c'est un milieu que je connais pas. Donc lui, il m'explique bien que, voilà, on je prends le temps, on se rencontre et il va bien m'expliquer, en gros, comment ça se passe le milieu du cinéma, ce que doit faire un comédien et cetera. Mais avant ça, il va me faire passer des essais. Donc on se voit dans un café, on parle, un peu plus d'une heure. Et là, il me, il m'envoie par mail un tas de scènes. Il me dit, t'en choisis quelques-unes. Et une fois que tu te sens prêt, tu me dis. Donc moi, au départ, j'étais très hésitant. Je me suis dit, j'ai peut-être une opportunité, mais le cinéma, c'est un milieu que je connais pas. Être comédien, c'est quoi? Je sais que c'est passé à la télé. Je sais que c'est passé au cinéma. Mais écoute,
j'ai rien à perdre en vrai, tente ta chance. Donc, j'ai commencé à prendre mes textes. J'en ai sélectionné 3 d'abord, des scènes différentes. Et une fois que j'ai commencé à prendre mes scènes et que je me sentais prêt, je l'ai recontacté. On s'est donné rendez-vous dans une salle parisienne. Et là, je vois qu'il y a un jeune homme aussi qui est là. Et en fait, il était là pour me donner la réplique. Donc, à l'issue de ces 3 scènes que je passe devant lui, ça se passe plutôt bien. Moi, je suis assez à l'aise. Et à la fin, il me dit écoute, tu vas faire une improvisation. Donc, je fais cette impro avec la réplique qui est là. Et voilà, ça se passe bien. Et il me recontacte un peu plus tard et il me dit bienvenue dans l'agence. Donc, on se voit un peu pour discuter aussi un peu plus de tout ça, de tout cet univers. Il m'explique bien les choses. Et ensuite, je commence à recevoir les premiers castings, les premiers textes. Donc, je me forme un peu sur le tas. Je ne sais pas encore comment on doit faire un casting. Je sais que je dois apprendre un texte. Mais comment on incarne un personnage, je ne sais pas trop encore. J'ai pas encore de technique. Donc, je vais au casting un peu avec mes textes appris, Ok. mais avec moi et en espérant que ça donne quelque chose. Donc, Et et ce qui est bien, c'est dans ce que tu me dis, c'est que tu as eu un agent quand même qui t'a bien expliqué les choses, qui a cru en toi et qui t'a pas vu comme un pion. Parce que je sais que j'ai déjà interviewé des personnes avec qui j'ai échangé dans le cinéma et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens des fois qui sont dans des agences mais qui ont l'impression d'être juste un chiffre. En fait, tu sais, genre en gros, il y a beaucoup de gens, des fois, ils connaissent même pas le nom des personnes qui sont dans leur agence. Et en fait, des fois, ils t'appellent pas pour te mettre en avant par rapport à d'autres. Et en fait, souvent, ils mettent des gens, ben, soit qui sont très talentueux ou des gens connus qu'ils ont la chance d'avoir dans leur agence, c'est eux qui mettent en avant, tu vois. Donc là, c'est bien quand même de se dire que tu as eu un agent qui t'a quand même expliqué comment tout se passait une fois que tu rentres dans une agence, comment ça se passe, préparer un casting. Il y a quand même une forme de bienveillance. Donc, ah oui, parce que c'est vrai, comme tu as dit, quand nous, on sort, entre guillemets, des quartiers populaires, il y a ces choses-là, tu vois, des fois, on les connaît même pas, tu vois. Et surtout qu'à l'époque où tu t'es lancé dedans, on n'y connaissait rien, nous, tu vois. Donc, le fait qu'il ait été bienveillant, je trouve que ça a été quand même important et pas mal de sa part. bah, clairement, parce que en fait, il fait partie des personnes les plus bienveillantes et les plus gentilles que j'ai rencontrées dans ma vie, vraiment. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, c'est un membre de ma famille. On est toujours, enfin voilà. Et vraiment, il a été bienveillant, il m'a bien accompagné, il m'a bien expliqué les choses. Non, vraiment, c'est quelqu'un, humainement, il est top. Et il y a plein de gens qui te diront la même chose. Oui, mais c'est sûr, de toute façon, je sais très bien que tu es très sélectif sur ton entourage et je sais que tu fais en sorte de t'entourer de personnes bienveillantes et c'est important. Là, tout à l'heure, tu disais que tu savais pas justement comment gérer, tu sais, comment préparer un casting ou des fois comment amener la réplique ou incarner un personnage qu'on te demande d'interpréter. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, bah, faut forcément que je m'améliore et tu te diriges peut-être à ce moment-là vers le théâtre? Pas du tout. Alors, même si j'avais fait du théâtre étant plus petit, j'avais quand même, j'avais quand même des petits a priori par rapport au, Ouais, au des théâtre. clichés qu'on nous Parce met en qu'en tête. vrai, Des c'est clichés ça. qu'on nous met en tête, ouais. C'est ça, parce que moi, je connaissais le théâtre, mais pour moi, c'était que le théâtre classique. Et j'avais des a priori, et voilà, j'en parle avec mon agent. Il me dit écoute, faut que tu te formes maintenant. Tu as passé des castings, tu as eu des rôles et tout, mais il faut que tu progresses, il faut que tu te formes, il faut voilà, que tu acquières le maximum de compétences et de techniques de jeu. Et il me dit commence par des cours de théâtre. Et moi, là, je lui dis écoute, t'es bien gentil, mais non, j'ai pas envie. Et voilà, je lui dis j'ai un peu des propos un peu déplacés envers le théâtre, Ouais, mais mais c'est des propos, comme je t'ai dit, c'est des propos que malheureusement, nous, qu'on a mis des schémas qu'on nous a mis en tête, mais c'est pas la réalité. Et ce que tu as très bien fait, c'est que tu es parti voir par toi-même. c'est ça. Mm. Il m'a un peu menacé, mais positivement, positivement. C'est comme un grand frère, un papa, tu vois. Et puis finalement, je me suis dit, bon, je vais aller voir, je vais voir ce que ça vaut. Donc j'ai cherché des cours autour de chez moi. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait un théâtre sur la ville de Stein. Pour te dire, voilà, on a grandi là et tout. Je savais même pas qu'il y avait un théâtre En sur plus, c'est Stein. un théâtre avec quand même la personne qui l'a fondé, enfin une des personnes qui l'a fondé, il a une matière de ouf Mais, dans ce domaine. Il y a beaucoup de gens qui sont connus qui sont passés par son théâtre. mais grave, C'est vrai que nous, on le savait même pas, tu vois, c'est pour te dire. alors que le théâtre, il accueille enfin, il accueillait déjà des centaines de personnes pratiquement toutes les semaines. Il y a des pièces qui se jouent, il y a plein de. Il tourne, mais à fond, il se passe énormément de choses là-bas. Donc moi, j'y vais. Euh,
enfin, je les contacte, et cetera. Je leur dis que j'ai besoin de prendre des cours pour me perfectionner, que je suis jeune comédien. Donc, ils me font intégrer un groupe. Et à l'époque, c'était en partenariat avec la fac de Paris 8. Ok. Donc là, j'arrive dans un groupe, je connais personne et j'observe un petit peu et tout le monde avait déjà une expérience dans le théâtre. Donc moi, j'arrive un peu comme un ovni, je commence à découvrir un petit peu comment ça se passe. Bon, ouais, ça il y a des petites blagues, qui fusent à gauche, à droite. Mais Tu peux en parler, hein. Tu peux en parler bah, parce qu'en en vrai de vrai, c'est des choses qu'on vit. On va dire, je vais pas dire qu'on a appris à vivre avec, mais c'est des choses qui doivent pas se faire normalement dans ce domaine-là, tu vois. clairement. Bah, pour être transparent, j'arrive dans cet atelier où il y a des gens qui ont un peu des blagues, un peu racistes. Par rapport au fait, qu'entre chaque scène, il y a un noir, et cetera, et que ça cite mon prénom. C'est un truc, la première fois que j'entends ça, moi, je suis un peu choqué, tu vois? Je me dis: «Mais, on parle vraiment de moi ou c'est une blague?» Enfin, tu vois? Et Je même, je sais pas trop comment réagir et même comment ce le qui est prendre. décevant, c'est que toi, tu viens, entre guillemets, pour découvrir la beauté du théâtre et que tu te dis que peut-être des fois, à cause de ces gens-là, tu peux tout arrêter, en fait. Bah, Parce que tu vois, si, imagine-toi, tu as une image fermée et tu dis que c'est ça le théâtre. Parce que tu sais, des fois, les gens, ils sont bridés, tu sais, ils vivent une expérience. Ils disent pas, faut que j'aille peut-être voir plusieurs théâtres pour. Parce que déjà, de franchir le pas pour aller vers le théâtre, c'est très bien bien sûr. pour des gens comme nous, c'est compliqué. Enfin, du moins, à l'époque, je te parle même pas de par rapport à nos origines ou quoi, mais par rapport aux mentalités qu'on avait, tu vois. C'était dur d'y aller. T'imagines, le premier truc, tu te manges ça, c'est compliqué, hein. Bah, en vrai, si j'étais dans un état d'esprit où, j'arrive, et que je suis, très très fragile, très, Exactement. pas sûr de moi, et cetera. Je l'étais déjà à l'époque, mais ça aurait pu, avoir des répercussions, sur moi, dramatiques, tu vois? Et bah, ce qui s'est passé malheureusement ou heureusement, peut-être que j'aurais dû, agir différemment, mais c'est que j'ai rassemblé tout le groupe et que, bah, j'ai dû menacer tout le monde. Le prochain qui me fait une blague comme ça, je vous aime bien, mais on va pas rigoler et puis ça va mal se passer pour vous, tu vois? Et bizarrement après ça, bah, il a fallu qu'on en arrive là pour que les blagues s'arrêtent net. Donc Après, ce qui est triste, c'est que des fois, tu es obligé de passer par ça, même si c'est pas la meilleure des solutions. Mais peut-être que après ce moment où tu les as recadrés, pour pas dire embrouillés, parce que non, parce que je sais très bien que tu les as recadrés en fait. Donc, mais au moment où tu les as recadrés, peut-être que dans d'autres théâtres, ils feront plus ça, tu vois. ouais. C'est peut-être une bonne chose aussi que tu l'aies fait, tu vois. Et Bah heureusement que tu as le courage de le faire, parce qu'il y a des gens qui n'auraient rien dit, hein. bah, il y en a, tu vois, ce qui était un Et peu indirectement, on s'en rend pas compte, mais c'est une forme d'harcèlement. clairement, Mm. clairement. Mais il y en a qui le faisaient inconsciemment. Genre pour eux, c'était normal d'avoir des blagues comme ça, de dire des blagues comme ça. Alors que mais bon, en tout cas, il y a plus ce genre de blagues, tout le reste de l'année et puis, par la suite, on s'est très bien entendus. On a fait une pièce, on a bossé ensemble et on avait un vrai groupe en plus, hein. Franchement, ça s'est bien passé et j'en garde que des bons souvenirs de cette année de théâtre. Parce que ça m'a beaucoup, apporté pour la suite. Et après, comment s'est fait la suite, justement, pour parler de suite, comment ça s'est fait? Parce que je sais que, déjà, est-ce qu'on peut juste revenir sur. Tu as dit que tu avais été sélectionné pour des films ou des courts-métrages, je sais pas. Est-ce que tu peux nous parler des films pour lesquels tu étais sélectionné entre le moment où tu n'avais pas fait de théâtre et ouais, entre le moment où tu n'avais pas fait de théâtre et au moment où tu as commencé à en faire? Ouais, alors, le tout premier Oui, je te regarde, vas-y, vas-y, hein. Vas-y, vas-y, je t'écoute. le tout 1er long métrage dans lequel je tourne, j'arrive à obtenir un second rôle et à l'époque aujourd'hui elle est réalisatrice, mais à l'époque elle m'a fait passer le casting, c'était, Lisa Coca et je passe le casting avec elle et ça se passe bien. Après, il y a un callback et voilà, je suis pris, pour le rôle. Donc, j'ai plusieurs jours de tournage, en région parisienne et je sais plus c'était quelle région, l'autre, il y avait une autre région hors de Paris, hors de l'Île-de-France et ça se passe bien donc, après ça, je continue à, à passer des castings et j'obtiens un rôle dans une série télévisée, les séries, qui passent le matin sur, sur TF1 et cetera, tu sais? Oui, on ne dira pas les noms, mais vous savez à peu près comment ça joue. Ouais. Joe, je t'ai trouvé en train de. Ah bon? C'est moi que t'as vu? Mais non, c'est pas moi. Mais si, c'est toi. Ah, ouais. Bah, c'était ça, tu vois? Et est-ce que je bon, c'était sympa, c'était une bonne expérience, mais du coup, là, j'étais passé d'un tournage où je tournais, au cinéma et d'un tournage où je tourne en télé
et je vois que c'est 2 manières de bosser différentes. On a des attentes différentes. En tout cas en tout cas de ma propre expérience, il y avait des attentes différentes en termes de jeu. La En ce qui concerne la série, bah, c'était vraiment du surjeu, en fait, j'avais un peu de mal parce qu'il fallait jouer un peu, comment dire? C'était pas moi, quoi. Ouais, en fait, ça te correspondait pas. Ouais, Ouais, c'est en fait, clairement, ouais, ça te correspondait pas. Après, clairement. tu sais, comme j'ai dit, il y a des gens qui s'y plaisent dans ces domaines-là. Bien C'est pour sûr, ça que c'est l'avantage aussi du cinéma, c'est que ouais, le fait de passer devant une caméra, c'est que tu as plein de manières de tourner différentes, tu vois. Après, toi, si ça te plaisait pas, c'est il y a rien de méchant, hein, c'est juste ça te plaît pas. bien sûr. Bah, après Mais après, comme ça tu as dit, dépend aussi. en fait, ça te correspondait pas parce que c'était pas toi, comme tu as dit. C'était pas, en fait, tu te sentais pas valorisé à ta juste valeur à travers ces rôles-là. Bah, ça dépend aussi des attentes du réalisateur, comment, lui, il a sa perception du comédien, de comment il doit jouer. Après, si toi, tu arrives, avec ton jeu et que lui te dit: «Non, en fait, fais-le plus comme ça», bah, écoute, Oui, tu le fais comme il te demande parce que c'est aussi ça le rôle de l'acteur, de se laisser en fait souvent diriger par ouais, le réalisateur. Mais comme j'ai dit, t'en as tiré une expérience. ouais. Voilà. Ouais, donc voilà, après j'ai poursuivi ma vie entre le cinéma, le théâtre, la télé, la publicité. T'en as tiré quoi comme expérience tu sais, du fait d'apparaître directement, même si c'est un second rôle, mais sur un vrai tournage, dans un long métrage, donc avec un gros budget, où tu pars pendant plusieurs jours. Toi, comment tu le vis justement ça? Bah, j'arrive dans un truc où je sais pas trop ce que c'est. Déjà, tu sors de chez toi, tu as un taxi qui vient te chercher. Je me dis: «Ah ouais, quand même, il y a un taxi qui vient te chercher et il te ramène, sur le lieu de tournage? Vraiment?» Donc tu arrives sur le lieu de tournage, hem, tu vois plein de métiers différents du cinéma. Il y en a certains que je connaissais même pas et tu vois qu'il y a pas mal de monde, il y a du gros matériel, des grosses caméras et tu dis: «Ah ouais, purée, j'ai vu, ces choses-là, je les voyais qu'à la télé» et là, en fait, je vais bosser sur un film où il y a tout ça, où il y a plein de gens qui te regardent et voilà, tu es là, tu dois jouer devant plein de gens qui te regardent comme ça. Tu vois? Pas comme ça, mais tu vois ce que je veux dire? Ça met quand même une certaine pression. Ouais, grave, grave, surtout pour une première où, mais après, ce qui est bien, c'est que tu peux recommencer. Ouais, c'est vrai que c'est un avantage. C'est Tu vrai que dans le théâtre, tu peux pas tricher, hein. Quand tu es sur scène, tu peux pas te louper. peux te louper, mais après, il faut savoir, faire ressentir aux gens que c'était pas un loupé. Et ça, c'est très très chaud. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font du théâtre, vraiment. Mais non, ouais, enfin, voilà. Après, Après, je sais que, comme tu as dit, voilà, tu es passé par le théâtre à Stein, mais je sais que tu as aussi fait du théâtre à La Courneuve. ouais, Voilà, je sais que tu es passé par la fabrique, que tu as rencontré Abraham Touré, à ouais. qui on fait une belle dédicace. Sacré Abraham. Donc, je sais que la fabrique, ça a quand même été une expérience incroyable pour toi, Mmh. parce que tu as quand même un rôle important dans une pièce que vous avez jouée. Beaumaillé, c'est le rôle que tu avais. Franchement, c'était pas un rôle simple à porter, mais je trouve que tu l'as bien fait, parce qu'on a bien senti la différence entre comment tu étais au début de la pièce et à la fin. Et le fait d'avoir vraiment réussi à nous donner deux émotions différentes, j'ai trouvé ça très très fort de ta part. C'est vrai que je te l'ai pas dit, mais je te le dis. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la rencontre aussi avec Abraham? Parce que je sais qu'Abraham, voilà, je sais que l'expérience de Beaumaillé, en tout cas, moi, je voyais d'un regard extérieur. Je voyais que toi, tu étais avec une équipe où tu étais épanoui, tu étais avec une équipe avec qui tu te tapais une barre, avec qui tu étais bien. Moi, je le ressentais. Et tu sais très bien que pour moi, mon entourage, quand je les vois bien, ça me rend aussi heureux, tu vois. Donc, est-ce que tu peux nous parler de l'expérience de Beaumaillé, de la fabrique et la rencontre avec Abraham Touré? Bah, déjà, la pièce Beaumaillé, c'est une pièce qui m'a apporté énormément de choses dans ma vie, énormément de choses positives et franchement, je dis un grand merci à Abraham Touré pour ça, de m'avoir donné l'opportunité de jouer cette pièce et de m'avoir permis aussi de rencontrer des gens fantastiques, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Certains avec qui on s'est un peu perdu de vue, mais on est encore, sur les réseaux sociaux, on se voit, on regarde un peu ce que font les uns et les autres. Mais, ma rencontre avec Abraham, elle s'est faite, hem, via le studio théâtre de Stein. Là où j'avais commencé à suivre des cours de théâtre et il y a Kamel Ouarti qui fait partie de la direction du studio théâtre, qui me parle d'un jeune comédien qui s'appelle Abraham Touré, qui est un peu plus âgé que moi, mais qui est comédien et nous met en contact. Donc on parle avec Abraham, on commence à se parler au téléphone
Et là, on se rend compte qu'en fait, on est dans la même agence. Et on se connaissait, bah, on s'en était pas rendu compte, tu vois. Et Abraham, il est sur le tournage d'un court métrage qu'il réalise et il me fait venir où je fais une figuration. Je rencontre aussi d'autres comédiens qui font de la figure sur son projet. Donc voilà, ça se passe très très bien, on reste en contact. Et après ça, il décide de fonder, à l'époque, ça s'appelait la Fabrique Origine. Maintenant, c'est que la Fabrique. À l'époque, c'était la Fabrique Origine, où il rassemble plusieurs comédiens, comédiennes, et on commence à créer un groupe. Donc on commence à bosser un peu tous ensemble, à faire des ateliers où on se perfectionne dans notre jeu. Et Abraham apporte le projet sur la table d'une pièce qu'il avait déjà. Il avait déjà une petite ébauche de cette pièce, et la pièce s'appelle Beaumaillé. Donc c'est une pièce qui parle de l'esclavage, de, ça se passait dans le Mississippi à la période de l'esclavage. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que tout le monde est partant, on se rassemble, etc. On commence à bosser la structure de la pièce, à bosser nos personnages. Moi, au départ, j'ai un rôle qui est vraiment très minime. Et c'est vrai que Abraham, à ce moment-là, il ne savait pas comment je jouais. Donc je pense qu'il fallait aussi que je lui prouve ce que je savais faire. Donc j'ai un rôle vraiment très minime, limite, limite silhouette, tu vois. Et à un moment donné, je commence à m'imposer. J'ai envie de lui montrer que je sais faire d'autres trucs. Donc il me laisse la possibilité de lui montrer. Et bah, en fait, je pense qu'il a beaucoup apprécié, qu'il a été bluffé. Parce qu'après ça, mon rôle a fait que grandir, que prendre de la place et de l'ampleur, jusqu'à arriver à être un des rôles phares de la pièce, un des rôles principaux. Voilà comment ça s'est fait. Et puis on continue à bosser la pièce, à la perfectionner, à former un groupe, à former limite une petite famille. Et, et voilà, on se voyait toutes les semaines, 2 à 3 fois par semaine. On bossait et à la fin de l'année, on a fait notre première représentation à La Courneuve devant un public. Je sais plus il y avait combien de personnes, mais la salle était blindée. Je dirais qu'il y avait peut-être un petit peu moins de 500 personnes. Et voilà, c'était dingue. C'était dingue. Il faisait super chaud dans la pièce. Le public, bah, ils en pouvaient plus. Et nous, on était sur scène, on donnait tout ce qu'on avait pour En cette plus, avec pièce. l'éclairage, tout, laisse tomber. La chaleur, ça devait être insupportable. Mais au Mais moins, vous avez été au bout. ouais. Et puis, c'était une très, très belle expérience. Vraiment, moi, à ce moment-là, je kiffais ma vie, vraiment. Et je sais qu'en parallèle, je sais que tu faisais quand même des castings, parce que tu as quand même aussi le théâtre. En tout cas, je vois que voilà, il y a eu une belle évolution, que tu t'es amélioré. Mais en parallèle, je sais que tu faisais aussi des castings, parce que tu as joué dans d'autres films. Tu as joué sur une série sur TF1, dans un des épisodes de Munch, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, avec Lucien Jean-Baptiste, qui est une personne pour qui j'ai énormément d'admiration. Je sais que tu as joué aussi dans, je sais plus, c'est Les Daronnes ou La Daronne. La Daronne, j'ai eu une petite apparition dans Voilà, La tu as joué Daronne. dans La Daronne, tu as Alibi.com, tu une petite apparition, mais tu as aussi joué avec la bande à Fifi. C'est ça. La bande à Fifi que je regardais quand j'étais au collège sur les ordinateurs du CDI. Je me disais, ces mecs-là, ils sont trop drôles. Et là, tu te retrouves en face d'eux. C'est un truc de ouf. Et tu m'étonnes. Ouais. Et du coup, parce que tu as quand même enchaîné pas mal de choses, je sais que j'ai oublié, je sais que j'ai encore oublié un film là. La vie scolaire, t'es pas dedans. Non, je suis Ouais, pas non. dans la vie scolaire. J'ai Non, fait le non. casting. Voilà, c'est pour ça. Parce qu'en fait, je me rappelais que tu m'avais dit que tu faisais le casting, je savais pas si ça va jouer dedans parce que, pour la petite anecdote, Sadio, c'est notre meilleur pote, hein, toute mon équipe, hein. Mais des fois, on apprend en allant au cinéma voir un film qu'il est dedans. Alibi.com, moi, je suis comme ça, je regarde le film, et moi, tout seul dans la salle, un blindé. Eh, mais il y a Sadio là! Et les gens, ils me disent, t'es tout en mode, pardon, pardon. Mais en fait, c'était tellement, en fait, involontaire. Parce que c'est pas volontaire de ma part, mais c'est juste que Sadio a du mal à des fois nous dire, ou des fois, il pense qu'il nous l'a dit. Et des fois, il joue dans des films, on n'est même pas au courant. T'allumes ta télé, tu mets TF1, tu vois Sadio. Tu te dis, mais Sadio, à quel moment tu nous as dit que. Moi, après, je l'ai aussi vu sur France 2, France 3, je crois. C'était très drôle. Ouais, France 2, ouais. Voilà, mais voilà, c'est voilà, la petite aparté, c'est ça. C'est que Sadio, il aime bien, en fait, des fois, apparaître dans des trucs qu'il nous dit pas. Mais t'as quand même tourné dans pas mal de projets. Et c'est vrai que nous, voilà, pour parler vraiment de manière personnelle, il y a un moment donné, en fait, on voit que tu enchaînais pas mal de choses. Et il y a un moment où il n'y a plus rien eu au niveau du cinéma. En Mm. fait, si on ne savait pas si tu voulais continuer, si tu voulais arrêter. Après, je sais qu'il y a aussi les aléas de la vie. Des fois, tu vas forcément te remettre en question. Il y a plein de choses aussi dans la vie qui font que tu vas pas forcément faire du cinéma une priorité. Et c'est vrai qu'à un moment donné, moi, je me suis questionné. Je me suis dit, mais est-ce que Sadio, en fait, il veut toujours rester acteur ou est-ce qu'il veut partir vers autre chose?
Et ça, c'est une question, il n'y a que toi qui peux m'y répondre, parce que c'est vrai que je t'ai jamais réellement posé la question. Je crois pas qu'on a vraiment échangé du pourquoi, du comment, en fait, du jour au lendemain, tu avais arrêté, enfin, pas arrêté l'acting, mais tu avais plus mis de côté pour pouvoir te mettre plus dans la réalisation. Et en fait, il s'est passé quoi, en fait, au moment où il y a eu cette transition? Parce que nous, en fait, d'un regard extérieur qu'on a trouvé dommage, on s'est dit, c'est dommage parce qu'en fait, il a un potentiel de ouf. On voit qu'il passe bien à la caméra. Il a quand même enchaîné avec pas mal de comédiens. Même quand des fois j'allais avec toi dans des avant-premières, des comédiens qui étaient quand même renommés, des fois tu les connaissais, tu échangeais avec eux. Je me suis dit, c'est bizarre. Je comprends pas pourquoi il a pas, en fait, on va dire, mis plus peut-être de motivation, d'envie, en fait, dans le fait de vouloir réussir en tant qu'acteur dans le cinéma. Donc, il s'est passé quoi au moment, en fait, où tu as enchaîné plein de choses et après, d'un coup, il n'y a plus rien eu? En vrai, ce qui s'est passé, c'est que j'ai enchaîné et puis à un moment, comme beaucoup de comédiens, tu arrives, dans un creux, dans un creux de ta carrière où tu passes des castings, ça prend pas, bah, tout ce que tu fais, ça prend pas et malheureusement, j'étais à cette période-là. C'est vrai on en a pas forcément parlé parce que, bah, nous, on est des amis et on n'était pas enfin, on vivait notre vie, tu vois? On Ouais, parlait c'est pas pour ça, hein. forcément du cinéma en lui-même. Mais en vrai, c'est juste que ça marchait plus. J'enchaînais les castings, ça marchait plus et à un moment donné, ce qui s'est passé, je sais pas si j'en parle tout de suite, Je peux. du côté où je passe à la réalisation. Hem, j'ai plein d'histoires, qui me viennent en tête et je me suis dit: «En fait, pourquoi, je prendrais pas une caméra et je le fais moi-même?» Même si j'ai pas de moyens, même si je connais personne et cetera, bah, on va tenter, on verra bien et bon, le point de départ, ça a aussi été cette petite frustration de: «Purée, ça marche plus, qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. J'en ai marre des castings. Je m'en fous, je vais me lancer moi-même et puis, raconter les histoires que j'ai envie de raconter». Donc ça a été le point de départ, donc j'ai réalisé un 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 1 épisode, un épisode pilote avec un pote comédien à l'époque. Voilà, on c'était une première expérience et par la suite, ce pote et moi, on n'a pas forcément recollaboré ensemble, mais on était toujours en contact et moi, de mon côté, je voulais parler de sujets qui me touchaient un peu plus, de près comme de loin, mais enfin voilà, j'étais sensible à ces Ouais, voilà, je vois. thématiques-là et bah, je commence à beaucoup écrire. J'écris beaucoup d'histoires, beaucoup de petites histoires, mais je me lance pas. Je me lance même dans l'écriture d'un long métrage. Je sais pas si tu te rappelles le long métrage qui faisait 100, je sais plus combien de pages. Ouais, je me rappelle très bien. J'ai même organisé une lecture où, bah, Cédric Ido, il Cédric était Ido, venu ouais. d'ailleurs. Ça, c'est un truc de ouf. Parce qu'avec le recul, je peux le dire, mon scénario, c'était de la merde. Je peux le dire aujourd'hui. Je peux le dire aujourd'hui. Cédric Mais, Ido, il confirmera peut-être en commentaire, on verra. ouais, mais c'était une première expérience. Enfin, pour un long métrage, tu vois. Et ça m'a appris plein de choses, le fait d'écrire un long métrage, de le faire lire par des professionnels aussi, parce que j'allais vraiment au culot. Je l'envoyais à des réalisateurs avec qui j'avais déjà collaboré. Et il y en a qui m'ont fait des fiches de lecture, qui m'ont fait des retours, qui m'ont dit: «Tu devrais plus travailler ça comme ça» et cetera. Donc vraiment, c'était un gros, gros boulot, mais pas pour rien, parce que ça m'a appris des choses par la suite. Non, mais le fait de faire, de toute façon, ça t'amène toujours à un résultat. Non, mais C'est ça qui est clairement, bien. clairement. Et après, je me rends compte que produire un long métrage, bah, c'est pas si facile que ça. J'ai démarché plein de boîtes de prod, j'avais des dossiers en papier, et cetera. J'ai envoyé des mails, j'ai fait à peu près, tout ce qu'il fallait faire, je pense. Mais voilà, j'ai jamais eu de retour positif. J'ai eu des retours où les gens m'ont dit, «Bah, merci, mais on n'est pas intéressé» ou alors, «C'est pas le genre de film qu'on recherche». Et donc par la suite, j'ai un petit peu baissé les bras et je me suis, orienté vers des récits un peu plus courts. Donc là, je travaille sur le scénario d'une d'un petit court métrage, qui aborde la thématique des violences conjugales et je me dis: «OK, je vais le tourner, comment je fais?» Et à ce moment-là, j'avais un cadreur, autour de moi, Bernie et voilà, on se lance. On y va entre potes. On réalise le court métrage. Il y a David Decrène qui participe, Amina, Amina Zouiten. Serge Grizzly, coach Magnum, qui malgré lui a eu une apparition dans mon court métrage parce qu'à la base il venait regarder et je lui dis: «Ah, tu veux Ouais. pas faire une?» Direction en import, toi. Mais lui, il a rien compris. Je lui ai fait ça deux trois fois, je crois, De ouf. dans des projets différents. Et ouais, du coup, on fait cette petite vidéo.
le maire de la ville, Azdine Taibi, m'aide à me procurer un brancard, ce qui n'était pas gagné. Donc, il m'a aidé à me procurer ce brancard pour mon tournage. Donc, voilà, je fais mon tournage sur à peu près 2 jours et il dure 3 minutes et quelques. Enfin, volontairement, je mets pas de dialogue dedans parce que j'ai juste envie de parler de la thématique en elle-même et j'ai envie que les images parlent plutôt que quelqu'un Qui explique, entre guillemets, c'est sur la ça, situation, oui, j'ai compris. Ouais, ou un dialogue ou ouais, bien quoi. sûr. Et des fois, les images, elles sont plus fortes que les mots aussi, souvent. Ça Bah, arrive des fois que. Mais je pense que ça a été le cas parce que le succès qu'il a eu derrière, il était juste. Même toi, tu t'y attendais pas. pas du tout. Moi, pour moi, je voulais juste réaliser un film qui parle d'une thématique et je la balance sur Internet et puis voilà, je parle de ce que j'ai enfin, je mets en avant ce que j'ai apporté à l'instant T. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, on est sur le montage et je me dis, ah, il y a plein de choses qui vont pas, c'est pas très pro, etc. C'est fait avec les moyens du bord, c'est fait un peu à l'arrache. Est-ce que je le balance, est-ce que je le balance pas? Et à ce moment-là, je me dis, je le balance pas. Mais heureusement, autour de moi, j'ai des gens comme toi, comme Serge, comme d'autres qui m'ont dit, écoute, balance-le, tu verras bien en fait. Te prends pas la tête. Balance-le, après tu te perfectionneras par la suite. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, en vrai, le plus important, c'est le message que je véhicule à l'intérieur. Donc, on balance la vidéo. Et là, ça commence à prendre un petit peu, un peu plus chaque jour, jusqu'à atteindre le million de vues. Donc, moi, je me retrouve à recevoir énormément de messages de femmes provenant de toute la France, de la Côte d'Ivoire, des Pays-Bas, d'Angleterre, dans plein de pays différents. Et, et je pense que le fait de ne pas avoir mis de texte, de dialogue dedans aussi, et de parler qu'avec les images, ça a été fort et ça a parlé beaucoup plus aux gens. C'est pour ça que le court métrage, il a voyagé. Donc ouais, ça a été enfin, pas une première expérience, mais ça a été un film qui m'a permis de faire de bonnes actions et d'acquérir plus de confiance en moi aussi à ce niveau-là, au niveau de la réalisation, et de me dire, ah ouais, quand même, j'ai fait ça. Bah, après, t'as pas que réel parce que tu joues aussi dedans. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. J'ai joué et réalisé dedans, ce qui n'était pas simple aussi. Mais, euh, mais ouais, tu vois, ça m'a permis En fait, ce court-métrage a permis à ce que toute la suite de ce que j'ai pu faire après arrive, quoi. Bah, en fait, tu vois, moi, ce qui est beau dans ce que je t'entends dire, c'est que tu as eu de la frustration parce que tu t'es rendu compte qu'on te fermait les portes, alors que toi, tu avais cette volonté de vouloir faire les choses pour toi, mais surtout de vouloir faire les choses bien. Mais ce que je kiffe dans ce que tu dis, c'est que tu n'as pas baissé les bras, en fait. Tu n'as pas lâché l'affaire. Tu t'es dit, OK, ben, ils veulent pas, ils veulent me fermer les portes, ben, je vais faire mon film moi-même, je vais faire les choses moi-même. OK, comme tu as dit, tu as écrit au début un long métrage. Forcément, il n'y a rien qui est parfait au début. Mais le fait de faire, ça t'amène à du résultat. Parce que regarde, tu as Cédric Ido, quand même, qui est quelqu'un qui a quand même une sacrée expérience dans le domaine du cinéma et surtout en termes d'écriture par rapport à tout ce qu'il fait. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait, Cédric Ido. Moi, c'est une personne que j'estime trop. Et il y a pas beaucoup. Je dis souvent que j'estime beaucoup de personnes, mais j'estime pas énormément de personnes dans le cinéma. Enfin, dans le sens où il y a vraiment des personnes que j'apprécie pour leur humain. Et tu as Cédric Ido, bah, tu as le Studio Théâtre qui t'emmène Cédric Ido. Donc, forcément, ça teste le contact avec Cédric Ido, qui par la suite devient le parrain on en rediscutera après de ton festival. Mais en fait, ça t'a amené à plein de choses. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait des choses, ça t'a amené à un résultat. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que, ok, d'accord, on t'a empêché dans certains endroits d'être qui tu voulais vraiment être face à une caméra ou derrière la caméra. Mais aujourd'hui, toi, tu as fait les choses pour toi, tu t'es battu. Et en fait, ton art, on le voit. C'est-à-dire que des gens comme nous, peut-être que pour l'instant, par rapport à d'autres comédiens, c'est une petite échelle. Parce qu'il y a des comédiens voilà, qui ont beaucoup plus de visibilité parce qu'ils sont médiatisés ou autres. Mais regarde, la résilience, le fait que tu n'as pas lâché l'affaire, le fait que tu te sois battu, ça t'a amené à tout ça. Et ce que je kiffe, c'est que derrière aussi, tu es une personne qui, justement, avait ce besoin de véhiculer beaucoup de messages, de transmettre, en fait, des choses, en fait, aux gens. Et c'est pour ça que par la suite, ben, tu enchaînes sur la maladie d'Alzheimer, tu vois, on revient encore au sujet théâtre, avec Xavier Xavier, ouais. Marqueschi, tu vois. Ça se dit comme ça, hein, parce que vraiment qui me frappe face caméra. Et au final, non, au final, ça t'a permis, en fait, de pouvoir, justement, mettre en avant pas mal ton art et derrière, tu as aussi enchaîné avec des soirées de projection où toujours, en fait, tu voulais mettre en avant des messages, des choses, etc. C'est pour ça que moi, je me rappelle, tu me disais que tu voulais pas t'enfermer dans un thème précis. J'ai dit, frérot, si c'est ce qui t'anime, va faire ce qui t'anime. Ça t'empêchera pas, entre guillemets, de après faire autre chose qui te montrera, en fait, ton talent ou ton potentiel dans d'autres styles, entre guillemets, de thèmes, tu vois.
Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience par rapport à Projonite? Parce que je sais que ça aussi, c'est un projet qui. Parce que justement, tu as fait tes preuves, Kamel t'a fait confiance, t'a permis quand même d'organiser aussi Projonite dans ses locaux, donc au studio théâtre. Pourquoi avoir mis Projonite en avant? Parle-nous un peu de tout ça, Sadio Chinou. On veut savoir. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé plusieurs courts-métrages sur ma ville, Astin, avec des thématiques différentes. Et j'ai organisé des projections, des soirées où je projetais mes courts-métrages. Et pas beaucoup de monde. Mais moi, je voulais faire circuler un peu les messages que je voulais véhiculer. Et voilà, je fais une soirée, deux soirées, trois soirées. Et en fait, je me rends compte que j'ai que mes films à montrer. Et je me dis, bon, on a fait le tour. Comment on peut faire en sorte que ça soit encore mieux? Donc là, je me dis, je vais inviter des réalisateurs et réalisatrices à projeter eux aussi leurs films, des réalisateurs et réalisatrices que j'ai rencontrés à des événements, à des avant-premières, ou voilà, certains qui se sont lancés un peu en autodidacte comme moi. Et, de là, j'organise la première soirée de projection qui s'appelle Soirée de projection parce que j'ai pas d'inspi. Je suis beaucoup. Enfin, en fait, tu vois, ça veut dire que je suis quelqu'un qui se prend la tête des fois, mais des fois qui se prend pas la tête. Soirée de projection. J'avais oublié ce détail, pardon. Oh, finesse. Sadio est complètement fou. Le Ouais, flyer, donc il est éteint. Le flyer, il était vraiment éclaté. soirée projection, d'accord. Et du coup, Et du coup, il y a 5 films qui sont projetés au studio Théâtre de Stein. Et voilà, ils m'ont installé un écran parce qu'à la base, voilà, c'est une pièce dans laquelle se jouent des pièces de théâtre. Ils m'ont installé un écran, enfin, j'ai privatisé la salle. J'ai fait venir un public avec l'aide aussi du studio théâtre. Euh, et les réalisateurs et réalisatrices étaient présentes, sauf un, je crois. Et là, le régisseur doit partir en plein milieu parce qu'il a une urgence familiale. Et du coup, on est avec le stagiaire et ça se passe mal. On a un bug, sauf que le stagiaire, bah, c'est pas de sa faute. oh, malheureusement, il y Il est pouvait rien. pas, tu vois, c'était un jeune collégien et ce qui s'est passé, c'est qu'il a pas pu rebondir sur le petit bug qu'on a eu. Donc moi, j'ai essayé, j'ai empiré les choses. Il y a un mec du public qui est là, qui s'appelle Trey Fowler, qui essaye de nous aider, mais j'ai tellement fait de la merde qu'en fait, j'ai planté le truc. Donc même lui, il peut pas m'aider. Et finalement, il y a 2 films qui passent pas. Et là, je suis comme un dingue. Je me dis, purée, c'est irrespectueux pour eux, c'est pas cool parce qu'ils viennent de loin et tout pour qu'on projette leur film. Et malheureusement, il va pas être projeté. Et je me dis, comment je vais faire? Comment je peux rattraper le truc? Donc voilà, je m'excuse 1000 fois. Et je leur dis, écoutez, je vais refaire cette soirée et je vais l'améliorer. Je vais faire en sorte qu'ils soient bien reçus et que leur film soit respecté enfin, qu'il soit le plus respecté possible. Voilà, on remet en place cette soirée. Et là, je bosse vraiment mon sujet. Et la soirée, elle s'appelle Projo Night. Et je décide de la faire dans une salle plus grande, à l'espace Paul Éluard, une salle de 500 et quelques places. Et je mets tout en place avec le soutien des CDP, dédicace au CDP, Chapeau de paille c'est ça, pour les intimes. la famille. Et franchement, et voilà, ça se met en place et on organise la première soirée de Projo Night. Les films passent sur grand écran, ça se passe bien, le public kiffe. Et ça donne de la force aussi pour faire une deuxième édition. Donc là, pour cette deuxième édition, pareil, même principe, je m'entoure de réalisateurs et réalisatrices que je rencontre à des événements cinéma, dont Victoria Neto que j'ai rencontré par rapport à toi, parce que tu avais bossé avec elle. Et, euh, et toujours avec cet aspect, en fait, enfin, moi, je sélectionnais les réalisateurs et réalisatrices au feeling, vraiment, dont j'appréciais l'œuvre. Et humainement, je me disais, bah, on a eu un bon feeling, ça passe bien, ça a l'air d'être quelqu'un de cool, on se prend pas la tête, on met en avant les films et on en discute à la fin avec le public. Donc la deuxième édition est là, 270 personnes. Je me dis, waouh, 270 personnes. J'ai, je crois, 12 ou 13 bénévoles qui me donnent un coup de main jour J. Ça se passe bien. Et je commence à me dire, je pense à la suite, comment on peut. Non, même pas, c'était même un petit peu avant. Un petit peu avant, Ouais, j'avais tu pensais, déjà ouais, commencé à la tu suite. avais déjà commencé à te Commencé à la poser des suite, ouais. questions. Ouais. Je me suis dit, euh, comment on peut agrandir l'événement? Et je me dis, bah, un festival.
Donc je commence à bosser un peu dans mon coin tout en préparant la deuxième édition et je me dis: «Je vais faire l'annonce pendant la deuxième édition du festival Ciné Lumière de Stein». Donc à la fin de la deuxième édition, bam, je projette l'affiche, pour prévenir qu'il y a un festival qui aura lieu l'année d'après. Donc là, c'est parti. Je peux plus faire machine arrière. Je suis dans la merde. J'ai dit à tout le monde que j'allais faire un festival. Donc let's go, on y va. Et, heu, et voilà. Et cette deuxième édition, elle m'a vraiment reboosté. Et même les personnes qui étaient présentes étaient bienveillantes, que ce soit les réalisateurs, les réalisatrices. Non, c'était vraiment cool et ça m'a vraiment donné de la force pour la suite. Du coup, tu t'es dit, c'est bon, là, je pète un plomb, je fais un festival. Mais, Ouais. bon, mais tu sais, c'est bien que tu en parles parce qu'il y a beaucoup de gens qui, des fois, vont se plaindre sur l'organisation d'un festival ou tu sais, des quoi qui peuvent arriver. Tu vois, c'est malheureusement les aléas du direct. Préparer un festival, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Comment ça se passe pour préparer un festival? Est-ce que tu te rappelles de la tête que j'avais à la fin de la première édition et de la deuxième? Je me rappelle Voilà. très bien. Donc ouais, ça prend énormément de temps. Moi, je pensais que c'était l'histoire de quelques mois pour préparer un festival, mais en fait, non, c'est beaucoup plus long que ça. Et ouais, non, ça prend énormément de temps parce qu'il faut tout mettre en place. Et moi, un des trucs que je mets un point d'honneur là-dessus, c'est de respecter les réalisateurs et les réalisatrices qui envoient leurs films, qui participent le jour J et qui sont en sélection. Donc, je mets un point d'honneur là-dessus. Donc, j'essaie de faire les choses le mieux possible avec ce que j'ai. Et non, ouais, c'est une. Franchement, pour la première édition du festival, mais je sais que l'organisation, tu étais dans le speed. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit que tu es une personne qui charbonne, tu es une personne qui se bat vraiment pour pouvoir défendre ses idées et mettre en avant ce qu'il a vraiment envie de faire. La première édition, quand même, tu ramènes du lourd pour revenir à Cédric Ido, qui est quand même le parrain de ta première édition, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, tu vois, Cédric Ido, qui est le parrain de ta première édition. Tu ramènes quand même un juge, enfin des juges de qualité, tu vois, des personnes qui s'y connaissent quand même bien dans le cinéma. Et en fait, bah, le festival, il prend. Il prend, tu prends en crédibilité, tu prends en sérieux, tu as ton équipe qui s'agrandit. Tu vois, ça, c'est pas rien aussi, tu vois. Ouais. Bah, Sachant que la deuxième édition, je l'ai kiffé, hein. hein? La deuxième édition, je dis, sachant que j'ai kiffé la deuxième édition. Merci. Parce que C'est là, cool. j'ai vraiment vu, en fait, entre la première année et la deuxième, il y a eu un globe, il était incroyable. Bah, ça, c'est aussi grâce aux rencontres que j'ai pu faire aussi, comme Mehdi Dir, le parrain de la deuxième, Mm. et son prédécesseur, Cédric Ido, qui est toujours de bons conseils et qui est toujours là pour donner un coup de main. Donc, mais là où la différence, c'est qu'avec Projonite, j'étais tout seul et je faisais tout seul, pratiquement. Et ouais, le festival, bah, je me suis entouré d'une équipe pour m'accompagner. Donc, on était 7 dans le comité de sélection. Donc, on sélectionnait les films, mais en même temps, on travaillait sur l'organisation du festival. Euh, mais ça a été que des rencontres qui m'ont permis de pousser les projets et d'avancer. Tu sais, ça dure, en fait, ce qui est impressionnant dans ce que tu me dis. euh, on t'a fermé des portes pour que tu puisses, entre guillemets, t'exprimer. Parce que l'art est une manière de s'exprimer. Et ce que je trouve incroyable, c'est que tu es revenu sur un point, on t'a dit, moi, ma priorité, c'est de mettre que quand un réal, il m'envoie son film ou que quand une personne participe à mon festival, c'est que la personne, en fait, elle soit respectée. Et je me dis que c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Parce que toi, on t'a fermé des portes. Ou même, je pense que tu as été gentil dans la manière dont tu as dit, ou de comment on t'a fermé les portes, tu as été très gentil. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment dû te mettre des vents, des trucs qui font assez mal au cœur, parce qu'on reste quand même des êtres humains, tu vois. Et je me dis, bah, en vrai de vrai, toutes ces portes-là, ok, elles ont été fermées. Mais regarde, en fait, dans la finalité, la personne que ça fait, en fait, que tu es aujourd'hui. Parce que toi, aujourd'hui, comme je t'ai dit, quand les gens ils parlent de ton festival, il y a personne, en tout cas, que j'ai entendu, qui est venu me dire, ouais, je me suis pas senti respecté. Et je me dis, bah, tu vois, des fois, on se mange en fait, ce que je vais faire comprendre, c'est que des fois, on vit des expériences où on pourrait réagir d'une très mauvaise manière. Et en fait, toi, tu as réagi de la plus belle des manières. Tu t'es dit, inconsciemment, bah, en fait, moi, ce qu'on m'a fait, je veux pas faire vivre ça. Enfin, je veux que personne vive ce que moi j'ai vécu. Parce que, ouais, sur l'instant T, ça fait très mal au cœur. Et aujourd'hui, bah, ce qui est beau, c'est que ça amène des personnes comme toi, bienveillantes, et qui se sentent et qui respectent, entre guillemets, l'art et l'œuvre de quelqu'un quand il le présente justement devant plein de personnes. Et je pense que ta plus belle force, c'est ça aujourd'hui. Donc, en fait, je me rends compte que ton parcours, il n'a pas été en fait tu sais, quand tu regardes comme ça, tu dis, ouais, en fait, il y a eu ça m'a amené à ça. Bah, en fait, non, il n'y a rien qui arrivé par hasard. Et il faut des gens comme toi dans le domaine du cinéma. Donc, merci, parce qu'en fait, je me rends compte que ton parcours, il est inspirant avec le recul. Merci, merci, Mais Joe. vraiment. Non, mais merci beaucoup. Après, c'est vrai que moi, bah, tu me connais de toute façon. Je mets du temps à avoir du recul sur les choses et tout.
Mais c'est vrai que c'est un truc qui était important pour moi de respecter les artistes, dans le sens où, bah, avant, quand j'étais vraiment comédien, je rêvais de lumière, et cetera. Et bah, là, aujourd'hui, la lumière, C'est plus toi qui fais briller justement d'autres personnes. j'essaye du mieux possible, en tout cas, de mettre la lumière sur des œuvres qui le méritent avec mon équipe. Et ouais, bon, Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es fier de ton parcours? franchement, ouais. Tu m'aurais posé la question il y a peut-être 2 ans, je t'aurais dit: «Je sais pas, je suis un peu perdu, je suis un peu dans le rush et tout». Mais vraiment, quand je regarde derrière moi, je me dis: «Ouais, moi, je suis très content de tout ce que j'ai pu faire, j'ai pas de regrets». Et et je remercie les personnes qui ont pu m'aider sur mon parcours, et même celles que j'ai pu, accompagner également. Donc on continue d'avancer, de donner de la force, et voilà. En tout cas, ben, franchement, merci en fait pour ce que tu fais. Comme j'ai dit, moi, dans ce média, c'est important pour moi de mettre en avant des gens qui font vivre le cinéma avec l'art et la manière. Et c'est clairement ce que tu fais. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu dirais justement à toutes ces personnes qui, comme tu l'as dit au début de ton parcours, tu as dit voilà, on t'a fermé des portes, tu as été quand même victime d'harcèlement, voire même de propos assez racistes qui peuvent te décourager, tu vois, pour poursuivre entre guillemets ton objectif et ton rêve dans le domaine du cinéma. Pour les personnes qui nous regardent et qui regarderont ce podcast et qui regarderont ton parcours à toi, qu'est-ce que tu leur dirais, pas qu'elles abandonnent, quand elles sont face à des situations où... Parce qu'en fait, dans tout domaine, dans n'importe quel métier, quand tu vises les choses en très grand, tu vas forcément te manger des bâches, forcément te manger des manques de respect. Et il y a beaucoup de gens que dans notre entourage qu'on connaît, tu vois, qui avaient un vrai potentiel dans le cinéma, qui ont arrêté à cause de tout ça. Toi, tu as été, tu sais, tu as fait une force, as pris tout ça, tu t'en as fait une force. Qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes qui peut-être doutent ou qui n'oseraient pas justement continuer et d'aller au-delà? Parce que comme tu as dit, hein, ok, l'acting, t'as mis de côté, mais aujourd'hui, en fait, tu fais autre chose. C'est-à-dire que le domaine du cinéma, il est vaste. Donc, en fait, tu peux faire beaucoup de choses. Et t'en es l'exemple. Donc, qu'est-ce que tu diras à ces personnes-là? Hem, En vrai, ça peut faire genre pitch de motivation, et cetera. Mais moi, on m'a dit, enfin, on m'a souvent dit: «Quand la porte, elle est fermée, passe par la fenêtre». Et je précise que je parle du cinéma, hein. Passe par la fenêtre, ou si la fenêtre elle est fermée, tu passes par la cheminée. En tout cas, n'abandonne pas. Fais en sorte de pas avoir de regrets plus tard, vraiment. Tu tentes tout. Comme ça, si jamais ça prend pas ou si ça fonctionne pas, tu auras pas de regrets parce que tu auras donné le meilleur de toi-même à l'instant T avec ce que tu pouvais donner. Et puis voilà. Si ça l'a pas fait, c'est pas grave. Mais il y a le coach Grizzly Magnum un jour qui m'a dit, parce que cette personne aime bien prendre les gens à part et leur faire des petits entretiens et mettre des petits coups de pression. Oui, mais on sait très bien que c'est fait Mais avec c'est le cœur et bien c'est sûr, toujours bien positif. sûr. Et ça nous a beaucoup aidé d'ailleurs. Et à un moment donné, il me dit, «Mais Sadio, j'ai l'impression que tu veux plus être comédien». Je lui dis: «Bah, pourquoi tu dis ça?» Et il me dit: «Bah, c'est un ressenti». Et il me dit: «Tu sais que si tu veux plus être comédien, tu as le droit aussi, hein. Tu as le droit d'avoir voulu être comédien avant et aujourd'hui, tu as plus envie ou quoi». Et je me dis: «Mais en fait, ce qu'il me dit là, ça me fait cogiter, et ça me fait cogiter très longtemps». Parce qu'en fait, t'avais pas accepté clairement de se dire que peut-être tu voulais plus faire ça, tu vois. Pas du Voilà. tout, pas Mm. du tout. Parce que j'ai longtemps voulu être comédien, j'ai tout donné pour ça. Et je me suis dit: «Bah, en fait, non, j'ai pas le droit de me dire que je veux plus être comédien. Je veux toujours être comédien, hein, mais j'ai envie de faire d'autres choses». Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai fait mon deuil, j'ai dit: «Attends, à partir du moment où je l'ai accepté, de plus vouloir être que comédien et de faire d'autres trucs comme de la réalisation, diriger le festival ou ouvrir les cours du lendemain». Enfin voilà, ça se passe mieux dans ma tête. Je suis un peu mieux à ce niveau-là, et puis voilà, on avance. Et puis si j'ai envie de jouer, plus tard, ou de redevenir comédien à 100, bah, je le ferai plus tard. Après, comme il a dit, il a raison, hein, c'était légitime de faire ce que tu veux, mais c'est surtout en fait faire comprendre aux gens que c'est pas parce qu'une porte se ferme en fait dans une catégorie ou dans une passerelle ou dans un moment dans le cinéma qu'en fait tu peux pas faire autre chose. Il y a beaucoup de gens qui ont été au début comédiens, c'est devenu des bêtes de réel. Voilà. Comme dans plein de domaines, dans le foot, tu as des gens, ils étaient bons sur le terrain, mais en tant qu'entraîneur, c'est des tueurs en série, tu vois. Donc des fois, moi je pense qu'il faut tout tenter, ne pas se poser de questions. Il faut vraiment faire en fait, je vais pas dire sans réfléchir, mais il faut vraiment faire les choses parce que ça t'amène forcément à un résultat, tu vois. Et la preuve, toi aujourd'hui, en fait, le résultat de ta personne, après, il y a beaucoup de choses qui t'ont aidé aussi
J'ai entendu aussi que dans ton parcours, tu parlais énormément de l'entourage, que le fait d'être bien entouré, ça a joué. clairement. Euh, je sais pas si je le dis, de toute façon, je vais le dire quand même. Et si tu veux qu'on coupe, on coupe, sinon on coupe pas. Mais je sais que voilà, aujourd'hui, la personne avec qui tu partages ta vie, avec qui vous avez eu un bébé qui est juste magnifique, avec un caractère à elle, vu les origines, voilà, elle a un caractère, mais on l'aime comme ça, hein. Et qu'est-ce qu'elle est drôle. Mais je sais que voilà, moi, je tiens à le dire en fait face caméra parce que voilà, on sait que tu as traversé des périodes. On va pas en parler parce que ça regarde pas tout le monde et c'est entre nous et voilà. Mais tu as quand même vécu des choses très très compliquées où nous en fait, on était, je vais pas dire qu'on était impuissants, mais c'était un peu le cas. On savait pas comment t'accompagner parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vécu. Et je sais que cette personne, je ne mentionnerai pas son nom parce que voilà, je respecte ton intimité, mais cette personne a apporté énormément et je le dis face caméra, merci à toi pour ça parce que on a à un moment donné eu un Sadio qui était un peu perdu, que ce soit dans sa vie personnelle, dans ses projets, et comment tu l'as accompagné, que tu l'as aidé à se relever. Je ne peux pas, tu peux pas, c'est le plus beau cadeau entre guillemets en entrant dans sa vie que tu as pu nous faire. Parce que voilà, nous, je pense que tu sais l'importance qu'on donne à notre équipage et le fait de l'avoir relevé et de voir aujourd'hui l'homme qu'il est, parce qu'aujourd'hui, c'est plus juste un homme, maintenant c'est aussi un papa, il est père de famille et il fait très très bien son rôle. Et en fait, merci à toi pour ça et merci même aussi à la belle famille, merci à toutes les personnes, même ta famille à toi. Et moi, voilà, Sadio, j'en profite aussi pour te le dire. Merci en fait d'être la personne que tu es parce que, comme je t'ai dit, tu as toujours une bienveillance incroyable envers toutes les personnes qui sont autour de toi et tu le fais dans tout ce que tu entreprends, tu vois. Dans le cinéma, on le ressent que quand tu organises un festival, tu mets ton cœur dedans. On ressent que quand tu fais les choses, que ce soit dans le jeu ou dans le fait d'accompagner sur un projet, tu fais les choses à fond. Et bah merci. Et je tiens à te le dire, même si je ne sais pas si ce sera important ou pas, mais moi, je suis très, très fier et content de ton évolution. Je suis content de ce que tu es devenu aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, tu as un festival, il est juste incroyable. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, nous, on fait l'effort, on fait les causes pour pouvoir être là et de ne pas organiser quelque chose en même temps que ton festival. Mais voilà, nous, en tout cas, moi, avec l'Actu Club, je t'accompagnerai à fond parce que tu contribues énormément à ce projet. Parce qu'à chaque fois, je parle de Sadio dans toutes mes interviews, mais c'est vrai que c'est la cause. C'est la cause, en fait. Il fait partie des personnes qui m'ont poussé à faire ce média par rapport à justement les injustices que tu disais vivre au tout début. Bah, le média, il est parti de là, tu vois. Je dis, bah, dans ce cas-là, moi, je vais donner la parole à des gens pour montrer leur talent et si ça peut amener à quelque chose derrière, ben voilà. Donc, merci à toi, Sadio, d'être venu au cœur de l'Actu Club. Merci, merci Joe Bibi. Merci d'être la personne que tu es. J'espère qu'on n'a pas dépassé l'heure. Non, magnifique, c'est magnifique ça, c'est magnifique. Moi aussi, j'ai beaucoup de remerciements à faire. Vas-y, je te laisse. Remerciement parce que le temps, il est très court là. Je sais pas, Ouais. il reste combien de temps, mais je sais qu'il reste très peu de temps. Une Euh, minute, une minute. Ok, une minute. Moi, j'ai beaucoup de remerciements à faire, notamment aux gens qui m'entourent, comme toi, comme les chapeaux de paille, comme Serge. Et comme tu l'as dit, heureusement que ma femme est arrivée dans ma vie parce qu'elle m'a beaucoup aidé, elle m'a permis de me relever et elle me conseille, vraiment, elle m'accompagne au quotidien. Limite, on dirait qu'on bosse ensemble. On échange pas mal d'idées, enfin voilà. Et l'arrivée de ma fille aussi, ça a été un bouleversement dans ma vie. C'est et Fais comme Thomas, bonhomme, pleure pas. ouais. Non, je rigole, je rigole. Non mais je vais pas pleurer sur ton micro, voyons. Non mais vraiment, du fond du cœur, vraiment, je remercie toutes ces personnes. Je te remercie toi et vraiment quand je vois ce que tu fais avec l'Actu Clap et que et que tu avances et que tu taffes et et que ça prend en plus et que tu donnes aussi l'opportunité à des gens de s'exprimer et tout, ça fait plaisir de ouf et merci. Merci pour ça, merci pour la personne que tu es, merci pour le frère que tu es et et un grand merci vraiment à toutes les personnes qui ont pu m'aider, à arriver, là où j'en suis aujourd'hui. Je pense je pense que j'ai encore plein de choses à faire, mais voilà. Bien sûr, ces belles paroles, merci. Merci pour tes mots. De toute façon, là, c'était le moment confidence. On arrive à la fin de ce podcast. Merci à toi d'être venu. Merci à la sécurité de t'avoir laissé venir. Bien sûr, on plaisante. Mais non, mais merci en tout cas d'être venu et merci encore à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder des émissions. Franchement, moi, comme j'ai dit, je suis rentré dans une phase de ma vie où maintenant je fais les choses. Je me pose plus de questions et ça amènera forcément un résultat. Donc, croyez en vous. Faites ce que vous avez à faire. Ne vous posez pas de questions. Et les personnes qui ne croient pas en vos idées ne sont pas des personnes qui doivent être dans votre entourage. Parce que si une personne croit en toi, elle croit en toi, peu importe la direction que tu prends. Et c'est pas parce que en fait, vous n'êtes pas d'accord sur un avis que forcément vous ne pouvez pas être potes ou pas aller ou pas vous entraider entre guillemets pour aller chacun dans vos directions. Donc merci à toutes les personnes qui prennent le temps encore de regarder cette interview, ce podcast, l'Actu Clap.
On vous fait des belles dédicaces, on vous dit merci. Et on se dit à très vite, je pense, la famille, pour un prochain épisode. Ciao, ciao.